Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, dans Métamorphose, mon invité va nous parler de la posture juste, titre de son nouveau livre aux éditions L'Iconoclaste. Avec cet ancien chirurgien devenu psychothérapeute, écrivain, passionné de l'Égypte et fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, nous allons voir comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Alors suivons le guide pour une transformation radicale, à la découverte aussi de ceux qui nous ont précédés dans le tantrisme, la végétothérapie et l'analyse reichienne. Je suis ultra ravie d'accueillir dans Métamorphose Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour Anne. Alors bonjour aussi à toutes et à tous, et vraiment Thierry, sois le bienvenu, je suis ravie. On disait aux antennes que ce livre tombe à point nommé. C'est vrai que la période est compliquée en ce moment pour tous et pour tous. Et toi tu dis, et tu commences ton livre comme ça, que finalement toutes ces crises successives sont aussi une opportunité de changement. Oui, je crois que maintenant beaucoup de gens savent que le mot crise comporte l'idée d'un danger, bien sûr, de ne pas comprendre les raisons de la crise et de nous y enfoncer du coup de plus en plus profondément, mais ça comporte aussi l'opportunité, la chance de comprendre ces raisons et d'assumer notre responsabilité pour agir autrement, créer d'autres causes pour avoir d'autres effets. Oui, donc c'est une magnifique opportunité, mais en même temps, ça révèle tellement la complexité du monde. Donc, par où prendre tout ça, c'est pas si simple. Et je pense que la solution, c'est de revenir d'abord vers soi. Alors, ça nous renvoie justement à notre grande vulnérabilité aussi d'humain. Et ça peut réveiller aussi nos comportements névrotiques. Et comment est-ce que ces comportements névrotiques nous agissent ou agissent à travers nous? Et en fait, c'est vraiment le centre de ce livre, c'est de montrer que notre personnalité, en fait, elle se construit en développant toutes sortes de comportements qui permettent de s'adapter et surtout d'éviter d'avoir à revivre des traumatismes, des peurs, des blessures de la toute petite enfance. Et tous ces comportements, on peut les appeler névrotiques dans le sens où ils ne sont pas conscients, mais ils sont automatiques et ils recréent exactement ce qu'ils étaient censés nous permettre d'éviter. Je prends un tout petit exemple pour que ça soit bien clair. On a tous un jour attendu le sein ou le biberon quand on était dans le berceau. On a tous eu faim et on a tous appelé la nourriture. Et tous, on a dû parfois l'attendre plus longtemps que ce qu'on voulait. Et donc, nous avons connu ce sentiment de vide associé même à une sorte de peur d'être anéanti. Et du coup, nous avions mis en place des comportements pour ne plus vivre ce vide intérieur et nous remplir depuis le monde extérieur. Des comportements notamment que l'on appelle oraux, parce que ça passe par la bouche au départ, et qui sont des comportements en demande, et en demande de liens même fusionnels. Mais à force de se comporter comme ça, on finit par créer chez l'autre un sentiment d'étouffer, et il ne peut faire qu'une chose pour respirer, c'est s'éloigner de nous, c'est rompre le lien que nous avions tant peur de perdre. Donc sans nous en rendre compte, ce comportement névrotique, qu'on appelle comportement oral, dans le petit jargon que je décris dans le livre, ce comportement névrotique recrée ce qui nous faisait peur, et donc nous sommes prisonniers d'un cercle vicieux de plus en plus de tensions, de séparation, de chaos. Et ce n'est que quand la conscience s'éveille et qu'elle voit tout ça, que nous avons de nouveau un espace de liberté, un espace de créativité pour inventer d'autres réponses, pour nous ajuster autrement. On va revenir évidemment sur la conscience. Est-ce que ces névroses finalement individuelles, elles peuvent devenir collectives et sont le reflet de ce qui se joue aujourd'hui dans le monde? Ah oui, très clairement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
je me suis un petit peu fait violence, entre guillemets, pour écrire ce livre maintenant, parce que ce livre comporte l'enseignement que je donne à l'école de la présence thérapeutique, mais je pensais pas l'écrire si rapidement. Et puis, en voyant ce qui est en train de se passer, je me dis, bon, c'est peut-être le moment de le partager avec plus que simplement les élèves de l'école, et d'essayer de montrer que ce qui se passe à l'échelle individuelle se passe aussi à l'échelle collective, que ça soit dans une famille, que ça soit dans une entreprise, dans une institution, dans une société, dans un pays et dans le monde entier. Et en fait, tout ça dépend de systèmes de croyances que nous avons, qui viennent de nos expériences du passé, et où nous avons engrammé toute une série de programmes de réaction, et ce qui se passe à titre individuel peut très bien se passer à titre collectif. Donc méfions-nous, parce que c'est très puissant quand on agit à ce niveau-là. C'est vraiment très très puissant. On a l'impression que c'est un peu exacerbé en ce moment. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que finalement, l'homme a toujours vécu avec ses névroses. Il naît névrosé, on pourrait dire. En tout cas, il se construit dans sa construction caractérielle. La névrose fait partie vraiment de son incarnation dans cette dualité névrotique, je pourrais dire. Moi, je dirais que c'est le mode de fonctionnement du moi. Le moi, c'est cette entité qui est créée par notre mental pour se donner une identité. Ce moi qui dit « je », ego en latin, et ce moi qui a besoin parce que nous avons un cerveau qui nous donne la capacité de comprendre qu'il y a une finitude à l'existence, qu'il y a un passé, un présent et un futur. Ce moi a besoin de se rassurer quant à sa pérennité, et donc sans arrêt il a besoin de se rassurer. Et c'est sa façon de se rassurer, c'est de mettre en place tous ces comportements que j'appelle névrotiques. Donc c'est le mode de fonctionnement normal de qui nous sommes. Jusqu'au jour où on se rend compte des limites de ce système, puisqu'il recrée sans arrêt ce qui nous faisait peur, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'en affranchir. C'est ce que Carl Gustav Jung, élève de Freud, mais dissident de Freud aussi, parce que Freud s'est beaucoup intéressé au fonctionnement du moi, à la névrose justement, mais Jung a voulu lui montrer qu'il y avait une autre dimension dans l'être qu'il a appelé le soi avec un grand S, et ce soi c'est la conscience, jusqu'au jour où cette conscience s'éveille en nous et nous montre qu'en fait on se perd dans notre vie ordinaire, je dirais, qu'il y a une autre dimension de l'existence qui peut permettre de mettre tout ça au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de ce soi, de cette conscience. Une dimension plus spirituelle, comme tu le dis aussi. Oui, clairement, parce que la conscience, dans mon propos en tout cas, c'est bien clair, c'est l'esprit. C'est pas, je sais qu'en français on a une grande difficulté avec ça parce que on appelle l'esprit en fait le mental, mais en anglais on appelle l'esprit le mind, enfin le mental le mind, pardon. Oui. Hein. Et j'avais d'ailleurs eu ce problème quand j'avais publié mon livre La solution intérieure, qui était sous-titré vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit. Et moi, je voulais mettre vers une nouvelle médecine du corps et du mental, body-mind, medicine. Et en fait, mon éditeur disait non, parce que en français, on dit esprit. Mais c'est une grande confusion, parce que le véritable esprit, le spirit, c'est la conscience. C'est pas le mental. Le mental pense. Il est produit par l'activité du cerveau. Il pense, il réfléchit, il analyse, il commande, il bavarde tout le temps. Alors que la conscience ne pense pas. Elle est juste présente au monde. Elle constate ce qui est. Dans ce sens-là, on peut dire qu'elle accueille ce qui est sans condition. Elle est amour inconditionnel. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut repérer nos attitudes névrotiques? C'est pas toujours évident. Je me souviens, il y a une petite vingtaine d'années, quand j'ai commencé un travail thérapeutique sur moi-même et que j'ai tiré le fil un peu de ces névroses. Et c'est pas fini, hein, on est toujours en chemin. C'était un peu comme ouvrir cette boîte de Pandore. C'était un peu effrayant, en fait, de constater tout ça. Oui, c'est assez effrayant et j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour tous ces élèves qui viennent à l'école de la présence thérapeutique et qui font ce travail. La plupart d'entre eux sont des soignants, sont des gens qui ont une activité d'aide ou de soins, beaucoup de psychothérapeutes, de psychanalystes, de psychiatres et en fait, mais pas que, mais j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que malgré tout le travail qu'ils ont déjà fait sur eux, ils acceptent d'aller revoir cet ego, ce moi névrotique. Et c'est pas facile, parce que ça peut d'abord paraître un peu désespérant d'être pris dans ces cycles de répétition de comportements qui n'a
n'apporte pas l'épanouissement réel. Et aussi, ça peut paraître un peu culpabilisant parce qu'on voudrait être autre chose, on voudrait être plus parfait quelque part. Et c'est tout le piège dans lequel il faut pas tomber. Parce que le travail, c'est d'ouvrir son cœur. Je dis toujours, tant que le cœur n'est pas ouvert, la conscience n'est pas éveillée. Et je les vois à leur cheminée. Au départ, ils sont en combat avec eux-mêmes, avec difficulté d'accepter. Et puis ils se jugent négativement. Et puis progressivement, ils s'acceptent. Mais accepter ne veut pas dire se résigner. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont accepté ce qui était, qu'ils ont vu la névrose de cette personnalité, qu'ils ont surtout vu qu'on était tous logés à la même enseigne, parce qu'on avait tous eu l'occasion de développer le même genre de comportement névrotique au cours de notre développement. Et une fois qu'ils ont vu ça, ils peuvent en faire quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'est installé en eux de l'ordre de cette acceptation, de cet amour, de cette conscience, de cette paix aussi. Et alors ils ont envie d'œuvrer à plus de paix, à plus d'unité intérieure, à plus d'unité avec l'extérieur aussi. Et ça change toute la vie, vraiment, en profondeur. Alors comment est-ce qu'on peut justement se transformer en accueillant cette part blessée en lien avec ce que tu appelles la pure conscience et qui a abouti quelque part à l'ouverture du cœur, si j'ai bien compris? Je dirais que c'est difficile peut-être de définir quel est l'œuf et quelle est la poule dans cette histoire. Exactement. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est quand le cœur s'ouvre que la conscience s'éveille. Et évidemment, cette idée du cœur peut faire un petit peu New Age ou béni oui. Non, c'est quelque chose de très précis, l'ouverture du cœur. Pour moi, très en tout précis cas, et profond. Et de très précis, de très profond et de très incarné. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à de bonnes pensées, à veiller à cultiver des idées bienveillantes, parce que ça, c'est encore le mental qui peut se convaincre, et puis quelques minutes plus tard, pour un événement extérieur quelconque, qui peut totalement changer et ne plus du tout être dans la bienveillance. Non, c'est une transformation profonde qui aboutit, cette ouverture du cœur, à une profonde détente de la personne, détente de l'être. Et pour moi, le meilleur moyen d'y aller, c'est précisément en ouvrant cette poitrine, en détendant ce corps, en soufflant, en respirant. Et du coup, il y a quelque chose qui s'installe en nous physiquement. Notre cerveau est même reconditionné d'une certaine manière à ne plus réagir tout de suite dans ces mécanismes automatiques dits névrotiques. Et il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, une présence plus apaisée au monde. Ce qui n'empêche pas de pouvoir constater qu'il y a en nous des mouvements parfois tendus et ces mécanismes automatiques névrotiques qui sont des mécanismes de survie profondément inscrits dans notre cerveau reptilien. Et précisément quand on va travailler sur le corps, sur cette détente que j'appelle tantrique, parce que le tantra a offert à l'humanité depuis la nuit des temps ce travail à la fois contemplatif, mais surtout physique, qui permet d'accéder à la conscience de l'énergie, à l'énergie de la conscience aussi. Et ce travail tantrique, qui permet vraiment de révéler ce que nous sommes tout profondément, le noyau de l'être, qui est paix, qui est silence, qui est acceptation, qui est présence au monde. Et il peut alors contempler, même pas observer, constater ce mental très agité, apeuré, et qui sans arrêt met en place des mécanismes névrotiques. Donc c'est toute une transformation profonde, mais qui n'est pas quelque chose de simple, mais qui est quelque chose de facile à faire. Mais encore faut-il connaître le chemin. C'est ça. Et je crois que dans notre société, notre mental est tellement conditionné à croire que ce chemin dit spirituel, ce chemin d'éveil de la conscience, d'éveil de l'esprit, d'éveil du souffle, qui nous inspire depuis cette profondeur de l'être, beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué, que c'est réservé à quelques-uns, que ça nécessite une assise très particulière. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut réinformer notre mental en disant non, dédramatisons ce chemin spirituel. Voyons que c'est simplement quelque chose qui nous demande d'être pleinement là, ancré dans la réalité, détendu, ouvert sur le monde, mais sans se voiler la face, sans vouloir contrôler ce monde, sans vouloir s'en extraire non plus, en l'embrassant et en se demandant qu'est-ce que je vais faire pour créer cet état que j'ai à l'intérieur, qui est paisible, pour le créer à l'extérieur.
Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde, disait le Mahatma Gandhi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Justement, tu parlais de Freud et de Jung en disant que Jung avait vraiment apporté cette dimension du soi, aussi de la spiritualité. Et ce que Freud avait peu apporté et qui a été apporté ensuite par à nouveau des dissidents de Freud qui étaient Wilhelm Reich et puis ensuite ses disciples, dont tu parles dans ton livre, Alexander Lowen et John Pierrakos, qui ont vraiment apporté cette dimension aussi de la corporéité, quelque part à travers l'analyse bioénergétique et la végétothérapie. Est-ce que tu peux nous en parler, Thierry ? Oui, mais vraiment volontiers, parce que pendant tout le temps de l'écriture de ce livre, j'ai été habité d'une profonde, je vais pas dire une émotion, mais d'un sentiment de rendre à ces hommes ce qui leur revient. Oui, ça se sent profondément d'ailleurs à la lecture du livre. Oui. J'ai une grande gratitude pour ces hommes, à savoir Wilhelm Reich, qui, comme tu l'as dit, était un élève de Freud. Il était avec Jung le préféré de Freud. Et comme par hasard, Jung et Reich se sont distancés de Freud, tous les deux. Jung, en expliquant à Freud qu'il y avait toute cette dimension du soi, de cette conscience éveillée, donc de cette spiritualité qui manquait dans l'approche purement analytique de notre personnalité, de notre névrose. Ça, Jung disait très clairement à Freud, et Freud avait beaucoup de mal à accepter ça. Et d'un autre côté, Reich venait dire à Freud, mais tu parles du corps, mais tu ne le vis pas. Or, le corps est le lieu de l'inscription psychique, matérielle, de tout ce que nous vivons dans la psyché. Toutes nos émotions, toutes nos pensées ont une inscription corporelle. Et du coup, il y a eu conflit aussi entre ces deux hommes, et le conflit a été, je trouve, assez violent, dans le sens où on a diabolisé Reich. Évidemment, il l'invitait à revenir vers le corps, à revenir vers la sexualité, à comprendre que l'énergie de la sexualité était l'énergie de la vie, et qu'on ne pouvait pas la pathologiser en parlant d'une libido ou quoi que ce soit. Il fallait juste la vivre et la libérer, et laisser ce potentiel de vie se libérer à travers le corps. Reich est clairement un des acteurs de la révolution culturelle issue de la contre-culture américaine. Ça, c'est bien clair. Et pourtant, on l'a diabolisé. Alors, évidemment, il a un peu prêté le bâton pour être battu, dans le sens où, à la fin de sa vie, cet homme qui habitait de grandes intuitions, comme beaucoup de génies, ne comprenait pas que certains ne pouvaient pas encore entendre ce qu'ils avaient vu ou pressenti. Et lui, il pensait que tout était de nature énergétique. Il prétendait même qu'on pouvait travailler avec cette énergie vitale qu'il appelait l'orgone, et il avait même pensé une machine pour capter l'orgone, enfin voilà, et effectivement il est rentré dans une forme comme ça de non-communication, où il ne s'est pas rendu compte que les autres pouvaient juste pas entendre ça à cette époque-là, et il a été diabolisé, traité d'antisémite alors qu'il n'était pas antisémite. Il a même été emprisonné, il a fini sa vie en prison. Et du coup, heureusement qu'il avait deux élèves, à savoir Alexander Lowen, médecin qui a repris son travail, et puis John Pierrakos, lui aussi médecin, qui a repris ce travail. Ensemble, ils ont créé ce qu'ils ont appelé la psychanalyse ou l'analyse bioénergétique, parce que ça parlait vraiment de l'énergie de vie, bioénergie. Et à travers, comme dans la végétothérapie que Reich avait mis au point, dans l'analyse bioénergétique, il y a le même genre d'exercice corporel, respiratoire, où on lâche les tensions, on libère les contractures, qui sont dans le corps en train de contenir à la fois l'émotion, que l'on ne veut pas sentir parce qu'elle nous envahit, et ils contiennent aussi l'information liée à cette émotion. Parce que nous sommes un être de matière, d'énergie et d'information. Et en travaillant sur la matière du corps, on peut vraiment libérer cette énergie, emprisonner dans le corps et récupérer cette information. Ça se passe au niveau du cerveau, entre le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, plutôt mammifère, et le cerveau cognitif humain que nous partageons avec les grands primates, au niveau du néocortex. Et ils ont vraiment travaillé en profondeur, y compris sur l'engrammage cérébral, et les résultats étaient spectaculaires. Et alors, spectaculaires quand on assiste aux séances d'analyse bioénergétique, parfois qu'on voit une personne qui commence à libérer sa rage, on se dit, mon Dieu, tout ça c'est du cinéma. Mais pas du tout. Pour l'avoir vécu et l'avoir pratiqué avec des patients, quand cette rage sort,
mais c'est un flot de vie qui est absolument non contrôlable. Après, le thérapeute peut aider à canaliser ça, peut aider à permettre à la personne de sentir cette force qui était en elle, endiguer chose, et la canaliser, et puis surtout entendre son message. Et il n'y a pas de rage qui n'est pas reliée à un besoin et à des limites, et donc à des frustrations quand ces besoins et ces limites ne sont pas respectés. Et tout ça, c'est un travail très profond, mais pour le mener, on peut pas rester assis dans son fauteuil, on peut pas juste se rencontrer la personne au niveau de l'intellect. Il faut être pleinement là, y compris en tant que thérapeute. Il faut être là avec son corps, il faut être là avec ses émotions, il faut être maître de ce qui se passe, et ça demande vraiment un profond travail avant d'aller là. Donc, bien sûr. Je comprends que beaucoup de gens n'ont pas envie, ont peur d'aller là, mais c'est tellement dommage de condamner ces approches dites psychocorporelles. Et en France, on l'a beaucoup fait. En France, la psychanalyse est restée longtemps, le mental est resté longtemps, très prédominant, je dirais. Et on commence seulement, je trouve, à redonner une place parmi le panel des différentes thérapies disponibles. On redonne une place aux thérapies psychocorporelles qui sont toutes d'inspiration reichienne au départ. Bien sûr, oui. C'est vraiment cette prise de conscience de nos mouvements énergétiques là dont tu parlais et de nos types morphopsychologiques qui peut nous aider, alors accompagné d'un thérapeute ou dans le cas par exemple de l'école de la présence thérapeutique, évidemment ça fait partie de ce que font aussi, du travail que font les élèves. Est-ce que tu peux nous passer un peu en revue ces 5 mouvements énergétiques que tu décris de l'analyse bioénergétique? Oui, tu vois, j'ai écrit ce livre en me disant, tiens, tu vas expliquer et montrer, mettre à disposition d'un large public des choses qui se passent dans le huis clos du cercle des élèves avec lesquels je travaille. Et est-ce bien raisonnable? Et je crois que oui, parce que il y a plusieurs niveaux d'expérience, plusieurs niveaux de travail. Et en ce qui concerne un livre, eh bien ça donne une information, ça attire l'attention sur peut-être plus que ce que nous avions vu. Et ensuite, quand on a eu l'attention attirée, on peut avoir envie de commencer à pratiquer un chemin qu'on découvre, et on peut le faire accompagner, ou on peut déjà apprendre à s'accompagner soi-même dans des choses très concrètes. Et puis éventuellement, on peut avoir envie d'aller encore plus profond, éventuellement d'aller dans une école, ou voilà. Mais l'école de la présence thérapeutique ne forme pas du tout à devenir un thérapeute psychocorporel, du tout. Elle a cet outil, et comme elle a la méditation comme autre outil, pour faire ce chemin d'éveil de la conscience. La méditation apaise le mental et permet à la conscience de s'éveiller en nous, mais en même temps, une fois que la conscience est éveillée, ces grilles de lecture psychocorporelles que Reich, Lowen, Pierrakos nous ont offertes, eh bien, elles sont très utiles. Et les élèves sont toujours émerveillés en disant, non, le chien, c'est vraiment ce que je vis, c'est ce qui se passe, c'est ce que je vois chez l'autre. Et ça repose sur, effectivement, des mouvements énergétiques. Alors, quels sont-ils? Alors, avant que tu démarres, Thierry, je voulais te faire une petite aparté. Moi, j'ai tendance, en les lisant, à me reconnaître dans les 5, ou à reconnaître des bouts de moi dans les 5. Est-ce qu'il y en a qui sont dominants? Comment est-ce qu'ils agissent, en fait, ces morphotypes, soit dans le temps, soit dans notre évolution, simplement avant que tu les décrives? C'est très important de se rendre compte qu'ils sont tous présents chez tout le monde. Moi, au début, quand je regardais ça, j'avais tendance à en minimiser certains chez moi et à ne voir que d'autres beaucoup plus visibles, beaucoup plus caricaturaux d'une certaine manière. Mais en fait, c'est parce que je ne voyais pas que dans des couches plus profondes de la personnalité, il y avait ces comportements névrotiques qui étaient là, mais qui agissaient dans l'ombre. Et bon, ils se sont révélés à certaines occasions de mon existence, dans certaines dynamiques, dans certains types de rencontres qui viennent réveiller tout ça. Et la vie a une logique incroyable. Personnellement, j'ai tendance à dire, tendance à croire, non, c'est pas à croire, c'est ce que je constate, c'est une évidence pour moi, c'est pas une croyance. C'est que la névrose est un mécanisme de vie qui est là, qui est en place pour nous permettre de dépasser
la dualité et retourner à l'unité en conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chacune de ces comportements névrotiques nous sépare plus des autres, cherche à préserver notre individualité et finalement crée beaucoup de tensions et de chaos dans l'existence, à titre personnel, individuel, mais aussi à titre collectif. Et que, à force de répétition, puisque c'est la définition même de cette névrose, c'est qu'elle finit par recréer ce que nous cherchions à éviter, comme dans l'exemple du biberon qu'on attend et puis qu'on veut fusionner avec l'autre et l'autre doit s'éloigner parce qu'il n'en peut plus, il est pompé par notre volonté de nous nourrir de lui. Eh bien, à force de ces répétitions, il faut bien à un moment donné que nous acceptions de regarder notre système de croyances, de regarder ces comportements et de nous ajuster pour ne plus les répéter, malgré qu'ils sont très conditionnés, qu'ils sont, comme je l'ai dit là tout à l'heure, inscrits dans les couches profondes du cerveau, dans le cerveau reptilien, mais que, à force de le voir et à force de pratiquer, de travailler, de labourer ce chemin, eh bien, on va avoir une toute autre récolte. Alors, au début, quand on découvre chacun de ces types ou de ces traits de caractère, on a tendance à croire qu'on n'est que ça ou que ça, parce qu'on focalise dessus. Mais au bout, et dans le livre, tu as vu qu'après avoir passé en revue les 5 grands types de la personnalité, je donne un schéma récapitulatif qui montre comment tout ça fonctionne en dynamique. Et là, tout s'éclaire. Et là, on dit, mais bien sûr. Alors, on va dire, mais pourquoi faire cette analyse si en profondeur? Mais tout simplement pour identifier les causes réelles de nos comportements, les causes réelles de nos réactions, et avoir une marge de liberté pour nous ajuster et ne plus recréer ces répétitions qui finissent toujours par nous décevoir et nous emmener vers toujours plus de séparation et de chaos. Donc, c'est une illusion de croire que nous serions exemptés d'un de ces types de caractères. Nous les avons tous, mais ils ne se révèlent pas tous de la même manière, en même temps, au même moment de notre existence. Et par exemple, soyons très concrets, moi je sais que dans mes premières relations sentimentales, j'étais attiré par des gens assez soumis, que dans le livre on va appeler masochistes. Et j'étais quelqu'un de psychopathe, très séducteur, mais aussi très contrôlant, et je pouvais être même très culpabilisant, voire agressif quand on échappait à mon contrôle. Et ça fonctionnait très bien, parce que finalement, on s'attire, et c'est ça la grande logique. Les polarités s'attirent, oui. Mais je retombais toujours dans les mêmes schémas. C'est qu'à un moment donné, celui qui s'était écrasé un peu longtemps, fasciné par la brillance du psychopathe en moi, finissait par en avoir marre, et commençait à ruer dans les brancards. Et là, j'avais beaucoup de mal à l'accepter, et ça créait des conflits. Donc, le jour où j'ai vu ça, j'ai commencé à travailler sur le psychopathe en moi en me disant, mais pourquoi tu as besoin tout le temps de te rassurer en ayant ce contrôle, ce pouvoir, en séduisant, en contrôlant l'autre? Et il y a mon cœur qui s'est ouvert, parce que le psychopathe a le cœur fermé sur l'autre. Et du coup, j'ai commencé à attirer un autre genre de personne, beaucoup moins masochiste quelque part. Et tu sais ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, moi, très masochiste, attiré par des gens très psychopathes. Forcément. Et c'était magnifique. C'était magnifique parce que ça m'a permis de voir que j'avais bien sûr les 2 polarités en moi, qu'elles étaient bien sûr en l'autre, et j'ai pu commencer à rentrer dans des relations beaucoup plus matures, beaucoup plus mûres, où finalement il n'y avait plus ce jeu de pouvoir au détriment de l'un ou de l'autre, comme je l'avais vécu en fonction des différents types de relations où j'avais pu être embarqué, soit comme plutôt psychopathe, soit comme plutôt masochiste, et du coup, d'avoir une forme d'équilibre, d'harmonie, pour ne plus tomber dans ces pièges. Et quand ils sont là, parce qu'ils sont parfois très, très automatiques, hein, mais on les voit parce qu'il y a cette conscience éveillée grâce à la pratique méditative, et puis il y a cette évidence qui saute aux yeux grâce à ces grilles de lecture psychocorporelles. Alors, je précise que quand tu dis psychopathe et masochiste, tu es habitué maintenant à utiliser évidemment ces termes. Oui. Ce sont des polarités névrotiques et on n'est pas justement dans la pathologie, hein, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est la vie ordinaire de tous les êtres humains et effectivement, alors ça peut prendre parfois des proportions pathologiques qui enferment l'être humain dans certains types de comportements
comportement, avec une inflation du comportement. Et là, évidemment, on parle volontiers de psychopathie, de masochisme, mais j'ai quand même maintenu la nomenclature, les appellations qui avaient été mis sur tout ça par Reich, Lowen, Pierrakos, parce que au début de chacun des chapitres consacrés à chacune de ces particularités de la personnalité, j'explique d'où vient le mot, pourquoi. Et par exemple, psychopathe, c'est quand même très intéressant de se rendre compte que ça veut dire psyché et pathos. Psyché, c'est l'âme, pathos, c'est la souffrance. La psychopathie est une souffrance de l'âme. Et si nous voulons vraiment guérir quelqu'un qui est dans sa psychopathie, que ce soit dans notre vie ordinaire, de la petite psychopathie de tous les jours, ou la grande psychopathie des tueurs en série, nous ne pourrons jamais l'aider si nous ne le regardons pas comme un être en souffrance. Et je me rappelle, un jour, j'avais une belle-sœur qui était très énervée parce que nous avions un neveu qui était en prison et qui avait participé à un casse et qui était passé aux assises et enfin c'était vraiment une histoire malheureuse et il était pour de nombreuses années en prison. Elle me parlait de lui en disant, tu sais, il a un très mauvais fond. Et je dis, ah non, il y a personne qui a un très mauvais fond. Il y a des personnalités qui se sont développées avec parfois certains traits de caractère un peu caricaturaux, qui sont des systèmes de défense très maladroits, très contre-productifs, mais tout au fond, la personne est bonne. La conscience est paisible, silencieuse, aimante. C'est le cœur ouvert, le cœur éveillé. Il est tout au fond de chaque être. Et si tu regardes l'autre au travers de sa personnalité dysfonctionnante, tu l'enfermes là-dedans. C'est Carl Rogers qui disait ça si justement. C'est le regard aimant et compatissant vis-à-vis de l'autre qui lui permet de sortir de sa souffrance, de commencer à prendre soin de son dysfonctionnement. Oui, j'aime beaucoup ça. Ça me parle énormément. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce profil schizoïde dans lequel, qui était le premier dans lequel moi je me suis bien reconnue à une époque, tiens. Oui, et tu vois, il y a effectivement 5 profils. Alors on m'a dit, tiens, mais tu as tout piqué chez Lise Bourbeau. Non, rien du tout. Lise Bourbeau a tout piqué chez Wilhelm Reich et Alexander Lowen. Leurs livres ont été écrits dans les années 30 et 50. Et d'ailleurs, on peut même voir des parallélismes, j'en avais parlé dans mon livre La solution intérieure, entre ce que Lowen, Pierrakos et avant eux Reich avaient mis en évidence et ce que dans la médecine ayurvédique on a pu montrer aussi sur avec les doshas. Oui, voilà, c'est une vérité qui est là devant nos yeux depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain est être humain. Et donc, oui, puis qu'on peut retrouver, oui, t'as piqué sa personne, et puis on peut retrouver dans d'autres types de calques. Je pense à l'énéagramme, au design humain sur lequel j'ai fait un podcast. Enfin, voilà. Absolument. Et moi, j'ai choisi celui-là parce que d'abord, il me parle énormément, parce qu'il est très ancré, il est très concret et il aide vraiment les gens à sentir les mouvements énergétiques, les changements de la posture, voire les changements de la structure du corps, parce que quand une posture finit par être imprimée dans le corps pendant longtemps, ça change même la structure du corps, et donc c'est très utile. Mais il y a d'autres approches. Toujours est-il que dans ces traits de caractère, Reich en avait montré 5. 5 blessures, 5 peurs qui donnent 5 types de comportements. Et le premier, tu l'as cité, c'est le schizoïde. Schizos en grec veut dire couper. C'est cette défense qui consiste à se couper, à s'extraire, à rester en dehors du contact parce que précisément on a peur du contact. Alors on a dit c'est la peur du rejet. Moi j'insiste pour dire c'est plutôt la peur du contact parce que il n'y a pas forcément eu rejet, mais il y a eu un contact difficile ou un contact douloureux et considéré dangereux, et donc l'enfant, qui n'a d'ailleurs pas de mental pour analyser, tiens, on m'a rejeté, on m'a pas rejeté, l'enfant il sent juste, il n'a pas encore le mental pour analyser, donc il sent que le contact est rugueux, le contact est froid, le contact est douloureux, et il s'extrait, il se coupe. Et du coup, il va développer un corps qui est d'ailleurs plutôt élancé, pas forcément grand, mais élancé. Il va vivre comme ça dans son intellect, il va être dans ses rêves, ça fera un artiste, mais il aura beaucoup de mal à s'incarner, à rentrer dans la matérialité, dans les contingences du temps et de l'espace, et son corps il sera comme un peu déshabité. Voilà, je le dis très simplement là et très rapidement, mais c'est facile. Regarde ce trait de caractère. Et nous l'avons tous. Moi, dans cette crise de la Covid, je vois bien qu'il y a des moments où j'ai juste envie de partir, quoi. C'est trop. Et toute cette information qui nous abreuve, que ça soit du côté des politiciens ou de côté sur Facebook, toutes sortes de théories, etc. J'en peux plus. J'ai juste envie de partir. Sur une île déserte.
Alors évidemment, il y en a qui vont fumer un pétard pour partir, il y en a d'autres qui vont prendre une drogue, ou qui vont consommer pour ne plus penser, qui vont se mettre à rêver, ils seront plus du tout dans la réalité. Ça s'appelle la schizoïdie. Alors, ça peut aller, c'est vrai, jusqu'à la schizophrénie, mais bon, nous parlons ici de notre vie ordinaire, qui n'est pas la vie pathologique au sens psychiatrique. Tout à fait, d'une polarité. Mais c'est une de nos polarités. Alors après, une fois que le contact a été établi, parce que tôt ou tard, le contact est établi entre l'enfant et son environnement, en particulier ses parents, il y a la création du lien. Et dès que la création du lien se fait par la bouche, hein, c'est le biberon, c'est le sein, cette création du lien fait que il y a peur de le perdre, ce lien. Parce que je parlais de l'enfant qui a attendu le biberon dans son berceau, oui, il se sent vide. Alors il n'analyse pas, il ne dit pas je suis abandonné, et donc je n'appelle pas ça la peur de l'abandon, j'appelle ça la peur de perdre le lien, de la perte de lien. Et cette peur-là, elle va entraîner tout un type de comportement qu'on appelle oral dans la nomenclature de Reich, Lowen et Pierrakos. Mais oral, oui, parce que c'est par la bouche. Alors on appelle, on se plaint, on attire l'attention, on parle beaucoup, on pompe l'énergie aux autres. Enfin, il y a toutes sortes de stratégies pour essayer d'obtenir de l'extérieur ce qu'on croit manquer à l'intérieur. Et là aussi, dans cette crise Covid, il y a des moments où moi je me sens tellement démunie, et alors j'ai besoin qu'on m'aide de l'extérieur, et puis je dis non Thierry, on est en train de te faire croire qu'il n'y a que des solutions extérieures qui sont possibles, mais tu as des ressources à l'intérieur de toi, il y a ta vitalité, il y a ta bonne santé intellectuelle, morale, il y a une bonne alimentation, il y a bouger, continuer à être en lien, tout ça fait que tu as des ressources intérieures. Ne crois pas que tu dépends que de gestes barrières ou d'un vaccin, par exemple. Hein. Mais on est tous pris là-dedans, dans cette dépendance au monde extérieur. Ensuite, une fois que ce lien a été établi, comme on a peur de le perdre, on peut très vite s'écraser pour pas perdre. Et en s'écrasant, on est dans la soumission, hein, c'est ça ? On est dans la soumission. On est dans le désir de l'autre, et on n'ose même plus dire sa vérité, on se sent souvent très humilié, du coup, parce qu'on est comme nié dans notre liberté, notre potentialité, mais on se soumet pour ne pas perdre, pour ne pas être rejeté, pour ne pas perdre le lien. Et du coup, ce masochisme fait qu'on garde à l'intérieur de nous notre colère. La colère qui est reliée à un besoin, comme je l'ai dit là tout à l'heure, toujours reliée à un besoin, à la colère. Et donc on n'exprime plus nos besoins, on n'en est parfois même plus conscient. Et on voit ces gens, alors qu'ils ont ce corps, j'ai oublié de dire que l'oral, il a un corps effondré, comme ça, les épaules qui tombent, mais le masochiste, il a un corps contenu. Et il tient tout à l'intérieur, il peut même prendre du poids à la longue, hein, et il a les épaules comme ça, le cou qui est rentré, il garde, il est très en colère au fond de lui, mais il vous le montrera jamais. Il portera un masque très doux, très gentil, mais au fond, quand il en peut plus, parfois il provoque les autres pour pouvoir un peu sortir sa colère, mais il souffre tout en profondeur. Et il est très sensible à l'injustice, parce que lui-même se sent victime de l'injustice. Il se sent pas respecté. Mais il faudrait lui apprendre qu'il doit se faire respecter, c'est-à-dire dire sa vérité, ouvrir sa bouche et montrer son besoin. Et c'est tout un travail, mais c'est un travail aussi énergétique à libérer ce corps qui contient tout. Et dans le même idée de garder le lien, de pas perdre le lien, on peut au contraire vouloir contrôler la relation. Oui, ce que tu expliquais tout à l'heure avec ton exemple là, en disant le psychopathe là. Et la psychopathie, alors, c'est contrôler le monde extérieur pour se rassurer tout le temps. Et alors, on peut être dans la séduction. Hein. Les psychopathes sont des gens les gens qui ont beaucoup de psychopathie en eux, ou qui la montrent volontiers, et qui l'utilisent plutôt volontiers, parce que c'est une de leurs modes de survie favoris, ou en tout cas préférentiels. Je sais pas si on peut dire favoris, mais ils l'ont préféré parce que c'est imposé par eux. Eh bien, ces gens-là, ils vont avoir un charisme incroyable. Et d'ailleurs, nos politiciens sont souvent très psychopathes. On les élit pour ça. Moi, vous savez, quand il y a eu Ségolène Royal et Sarkozy qui devaient se faire élire, je savais que ce serait Sarkozy qui passerait, parce qu'il est beaucoup plus psychopathe. Il a quelque chose de beaucoup plus puissant qui rassure les gens. Là, on le voit bien d'ailleurs dans le morphotype que tu donnes dans le livre. Hein, le physique, c'est vraiment le physique du super-héros, là, c'est ça ?
Le super-héros, le dominateur, et ça nous rassure, ça rassure les peuples épaules larges, petit but, petit tronc. S'il faut, hein. Le masochiste est beaucoup plus, comment dire, on le méprise même à la longue. Et là, je pense par exemple au président François Hollande, qui avait beaucoup plus de masochisme visible, et on a fini par le mépriser, hein, parce que voilà, pourtant il avait, comme tout le monde, de la psychopathie aussi. On n'arrive pas au pouvoir si on n'en a pas un peu, hein. Mais en attendant, voilà, c'est intéressant de regarder, parce que du coup, on peut voir les souffrances qui sont derrière tout ça. Oui. Y compris des gens qui se comportent de façon non aimable, comme les psychopathes le font. Hein, parce que après la séduction, il y a bien sûr l'agression, le contrôle, la culpabilisation, fais-moi confiance, c'est pour ton bien, je t'ai dit ça, tout ça, et tu me remercies même pas. Et alors on entend ces discours comme ça terriblement culpabilisants qui sont faits pour impressionner, pour avoir le pouvoir. C'est ça. Et par-dessus tout ça, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui s'est installé. Bon, je sais que notre temps est compté, donc je ne peux pas raconter les âges précis de la vie où tout ça se met en place, parce que ça se met à des âges précis de la vie en fonction des expériences que nous faisons au cours de notre développement. Mais il y a un dernier trait de caractère qui vient parfois recouvrir tout ça, qu'on va appeler la rigidité, parce que c'est très inconfortable de montrer en nous le masochiste ou le psychopathe, l'oral qui en veut toujours plus, qui a peur de perdre le lien. Tout ça, on a du mal à le montrer, c'est pas très glorieux, et puis on a peur de pas être aimé, alors on vient mettre une image toute lisse par-dessus, ce qu'on appelle le rigide, hein, qui contient tout, qui contient toutes ces émotions, qui rigidifie tout ça, et qui vous fait croire à une fiction. Et tant le schizoïde, qui lui n'est pas en contact, qui est en dehors de la vie, qui rêve, hein, et que le rigide, ces deux pôles-là sont en dehors de la vie. Et la vraie vie, finalement, elle est la vie ordinaire de nous tous. C'est entre oralité, masochisme et psychopathie. Finalement, ça se résume souvent à peur de perdre le lien, on s'écrase ou on veut dominer pour essayer de garder le lien. C'est ça. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Alors, dans le schéma récapitulatif, vous verrez, hein, vous avez vu, tu as vu toi, mais les gens qui s'intéresseraient à ça verront qu'il y a des axes comme ça, et parfois dans certains moments de notre vie, on est très rigide, masochiste. Hein, on a une idée parfaite de qui on devrait être, on veut toujours être le bon petit soldat, et puis on s'en impose. Hein. C'est des gens qui tombent en burn-out, qui sont très rigides, masochistes. Ils s'en imposent jusqu'à casser complètement. Mais justement, c'est très rigide. Côté vaille que vaille, quoi. Et en face d'eux, comme par hasard, ils sont fascinés par des rigides psychopathes, des psychorigides, c'est-à-dire des gens qui ont aussi comme ça une image parfaite, mais ils vont vous imposer cette image, ils vont vous culpabiliser si vous le faites pas, et ils vous séduiront pour vous convaincre qu'il faut le faire. Et je vois bien comment même une dictature peut s'installer, hein, quand vous avez des psychorigides qui sont là, qui ont le pouvoir, parce qu'on leur a donné, et puis qu'on a des masochistes rigides qui finissent par écraser, se soumettre, et contenir leur colère, mais parfois ils en peuvent plus, ils la sortent, et ils la sortent souvent de façon alors extrêmement violente. Ouais, c'est explosif. C'est ce qui s'appelle les révolutions sanglantes, bien sûr. Donc, tout ça se sent oppressé. Au niveau individuel, se passe au niveau collectif, et que on peut regarder, même dans le livre, je me suis je me suis amusé, parce que c'est tellement fascinant, une fois qu'on a cette vision, cette lecture des choses, je me suis vraiment amusé à montrer comment, dans l'histoire, ça s'était mis en place dans certaines civilisations, en fonction de certaines blessures collectives des peuples, et pourquoi certains peuples sont plus psychopathiques, d'autres plus masochistes, d'autres beaucoup dans leur c'est très intéressant, cette partie-là, effectivement. Et je montrais comment les critères de beauté avaient été choisis dans ces cultures en fonction du mode de comportement qui était celui qui permettait de survivre dans les circonstances où ils étaient. Hein, la rigidité de la Grèce ancienne, avec cette perfection qui est pratiquement d'un monde irréel. Et puis le côté très psychopathique des héros aujourd'hui, tu y faisais allusion, ces héros américains, comme ça, le torse en V qui domine, hein, c'est Superwoman, c'est Superman, c'est Wonder Woman, je ne sais pas. C'est fascinant. Donc voilà. Je pense que quand on a ça devant les yeux, on peut aussi beaucoup rire, parce que quand le cœur est ouvert, quand la conscience est éveillée, donc que le cœur est ouvert, surgit beaucoup d'humour.
Oui, ça, tu insistes sur l'humour. C'est vrai que quand l'humour vient, il y a quelque chose qui se détend, il y a quelque chose qui Oui, respire, qui souffle oui, à nouveau. l'amour. Et l'humour et l'amour ne sont pas loin, quelque part, l'un de l'autre. L'humour, j'aime ce mot parce que il vient de humus, la terre, qui a donné la racine à humanité, nous appartenons à la terre, mais aussi à humilité. Et l'humour, c'est vraiment un acte d'humilité. On peut rire de ce que l'on voit de soi. Ce n'est pas comme d'autres formes de comique quelque chose de méchant. L'humour, c'est toujours gentil, c'est toujours réparateur. Même l'humour noir, c'est Viktor Frankl qui décrivait si bien dans les camps de concentration. Heureusement qu'ils avaient l'humour pour mettre un peu de distance et apporter un peu de guérison à ce qui était vécu, même quand l'humour était noir. L'humour est toujours réparateur et il vient toujours du cœur. Oui. Et donc, quand notre cœur s'ouvre sur nous-mêmes, qu'on accepte de regarder cette personnalité très névrotique, on peut en rire, mais pas en rire méchamment, en rire avec beaucoup de tendresse pour commencer à la prendre par la main et lui dire qu'il y a une autre façon de fonctionner qui est beaucoup plus apaisée. C'est ça. Et moi qui pratique cet art corporel qui s'appelle le Wu Tao, les fondateurs du Wu Tao, très inspirés évidemment de Reich aussi, ont fondé l'art de la transanalyse. Et c'est vrai que dans cet art de la transanalyse, on va aller jouer ce qu'on appelle ces formes, c'est-à-dire à la fois les caricaturer avec humour. Parfois, c'est pas toujours drôle, ces formes et ces contre-formes, pour jouer aussi avec ça. C'est important. Oui, c'est une façon de se le réapproprier, de l'accepter, et puis de jouer, c'est-à-dire de pouvoir avoir un impact sur ces choses. Bien sûr. Alors le souffle, et tu en parles beaucoup, dans la posture juste, dans cette idée de posture et de morphotype, on va aller détendre ces postures, les réajuster, les regarder, les endiguer, tu disais tout à l'heure, les canaliser, et le souffle a une importance capitale dans ces mouvements. Clairement, le livre se positionne comme un livre psychologique et spirituel. Spirituel parce qu'il y a un éveil de l'esprit, un éveil de la conscience, et psychologique parce qu'il y a toute cette grille de lecture de ce que la conscience peut constater. Mais et je crois que psychologie et spiritualité doivent marcher main dans la main parce que ça évite les débordements de la psychologie qui serait uniquement centrée sur la petite personne dans un monde déjà tellement individualiste et égocentré. Et d'un autre côté, la spiritualité a besoin de la psychologie pour ne pas utiliser les intuitions de la spiritualité au service de la petite personne, justement, et devenir des espèces de gens qui manipulent les autres, qui extorquent les autres, comme on peut le voir dans ce monde dit spirituel, mais qui est le monde de l'ego spirituel, qui n'est pas la vraie spiritualité. Et je dis toujours, il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle libéré. Et ça veut dire sans détente. Et sans détente, ça veut dire sans ouverture du cœur. Il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée si le cœur n'est pas pleinement ouvert, si l'être n'est pas pleinement détendu à pouvoir accueillir tout ce qui est. Parce que rien n'est grave. Tout est important, mais rien n'est grave. Tout veut dire quelque chose, tout mérite à être regardé, à être accueilli dans la conscience, dans la lumière de la conscience, mais rien n'est grave. Parce que tout peut être dépassé à un moment donné. Et c'est cette danse précisément entre le mouvement et le souffle qui vient comme un peu désenquister, on pourrait dire, c'est toutes ces zones corporelles, toutes ces formes qui nous ont construit, toutes nos constructions caractérielles quelque part, qui nous ont structurés, mais qui nous empêchent aussi. Et ça agit en profondeur, c'est-à-dire que je voyais bien du temps où maintenant j'ai l'école de la présence thérapeutique, donc je suis très occupé par tous les élèves qui y viennent, mais du temps j'avais une consultation en face à face, avec personnel. des personnes en individuel. J'ajoutais toujours le travail corporel et il fait progresser beaucoup plus vite parce que quand le corps se délie, il y a quelque chose qui se passe à notre insu et on ressent cette vitalité qui recircule, qui libère, qui voilà, et qui réinforme quelque part. Et là, pendant tout le temps du confinement, j'animais une méditation quotidienne pendant 45 jours d'affilée, puis j'ai continué tous les dimanches soirs sur Facebook. Et lors de cette méditation, je fais d'abord des exercices que j'appelle bioénergétiques, dans la lignée de Reich, Lowen, mais qui sont très simples, des exercices que j'enseigne dans le livre aussi, pour libérer les différents étages du corps, remettre tout ça en mouvement. Et d'ailleurs, dans les traditions, la méditation, on recommandait de la faire assise,
après avoir fait des exercices comme le yoga ou le qigong qui préparaient à cette méditation. Et ces exercices font que il y a quelque chose qui s'éveille encore plus intensément, plus profondément en nous. Parce que tout ça est incarné, tout ça est vécu dans l'endroit où on peut absolument pas tricher, qui est le corps. Parce que dans les idées, vous pouvez tout dire et son contraire. Mais quand un corps est tordu, on peut pas dire qu'il n'est pas tordu. Quand un corps est effondré parce qu'on est dans la peur de l'abandon, on peut pas dire qu'on n'est pas effondré. Quand un corps est décentré parce qu'il veut dominer les autres dans sa psychopathie, on peut pas dire qu'il n'est pas décentré. Quand un corps est contenu, enfermé dans son masochisme, on peut pas dire qu'il n'est pas enfermé. Vous voyez, tu vois, dès que c'est là devant tes yeux, que c'est incarné, que c'est conscientisé dans le corps, tu es obligé de regarder et d'apporter la réponse, l'ajustement qui passe toujours par une détente. Tu cites justement Alexander Lowen en disant un corps vivant est un corps vibrant, un corps pleinement vivant est capable de ressentir totalement les plaisirs et les peines, les joies et les douleurs de la vie. C'est vraiment ça? Oui. Tu sais, on parle beaucoup il y a beaucoup de gens qui se sont mis à méditer ces dernières années, mais je pense que l'étape qui nous attend là maintenant, c'est de méditer dans le corps. Parce que c'est bien, on peut apaiser le mental, mais nous ne sommes pas qu'un mental, nous ne sommes pas qu'un être désincarné, nous sommes ce corps. Et donc c'est dans le corps que la vérité va se manifester, que nous pourrons incarner réellement notre idéal. Et si notre idéal c'est de faire vivre cette paix que nous pressentons être notre essence profonde, si c'est de faire vivre cet amour que nous pressentons être notre essence profonde, alors il faut que ce corps manifeste cette paix, cet amour. Il faut qu'il se détende et que ces postures tordues de la schizoïdie, de l'oralité, du masochisme, de la psychopathie, de la rigidité, que tout ça se refluidifie et redonne cette posture que j'appelle posture juste, voilà. Mais bien que le mot juste, j'ai essayé de bien le définir au début du livre, c'est vraiment cette capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Oui, tu parles de justesse, et on sent vraiment ce mouvement énergétique dans ce mot que tu définis. C'était important, je pense, de le définir effectivement, parce que sinon, quand on entend juste comme ça, on peut entendre le côté manichéen, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, évidemment. Et je me suis permis quand même de préciser que toute justesse est assez relative, parce que ce qui est juste pour l'un n'est pas forcément juste pour l'autre, mais en même temps, et puis je fais bien la différence entre la justesse et la justice, mais en même temps, justice qui est du domaine des lois de l'homme qui vit en société et qui l'entend faire respecter dans une circonstance donnée. Cette justice peut changer d'une époque à l'autre, par exemple, ou d'une culture à l'autre, mais on ne sera pas puni pour les mêmes choses dans une culture ou dans une autre. Par contre, la justesse, elle parle de quelque chose de plus profond, elle parle d'un lien à la vie, comment s'adapter à la vie le mieux possible. Mais alors, il y a cette question, est-ce que la justesse est toujours relative? Parce que malgré tout, les intérêts peuvent être divergents dans le vivant. Ou est-ce qu'il y a une justesse absolue? Et je crois qu'il y a une justesse absolue quand, justement, la conscience est éveillée, elle voit que le bien suprême, c'est la vie. Et que c'est pas notre petite personne qui voudrait une justesse pour sa propre petite existence. La justesse absolue, c'est comment faire pour nous adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum la vie qui est en nous et autour de nous. Le maximum, parce que il peut y avoir une loi du moindre mal qui fait que parfois on est obligé de sacrifier quelque chose pour que cette justesse puisse être respectée. Oui, ce sont les lois ontologiques du vivant. On a discuté de ça avec Annick de Souzenel. C'est vraiment assez puissant, je crois, d'aller dans ce mouvement de vie qui nous donne quand même cette direction et où tout n'est plus forcément aussi relatif qu'on peut le croire au premier abord, effectivement. Absolument. Et je crois, tu vois, que l'être humain révèle sa grandeur, sa profondeur dans les circonstances non ordinaires, dans les circonstances exceptionnelles. C'est De Gaulle qui disait ça, les grands hommes se révèlent dans la guerre. Mais oui, quelque part dans les crises, dans les moments crus de l'existence, qui appellent des réponses vraiment très très fortes et précises et bien intentionnées ou clairement intentionnées. Et du coup, par exemple, cette crise que nous traversons là, qui à mon avis n'est que le début d'une succession de crises qui vont accompagner un changement de civilisation, on va être convoqué à ce niveau-là,
au niveau de trouver, en dehors de nos petits intérêts personnels, trouver le maximum de bien suprême, de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, au service duquel nous allons devoir nous mettre. Et ça, on est très dépourvu dans la culture où nous avons évolué, parce que c'est une culture qui s'est développée autour de l'idée d'individu et qui a valorisé l'individu, donc qui a valorisé le moi. C'est une culture très névrotique et justement, elle va devoir se respiritualiser, comprendre que au-delà du moi, il y a le soi, il y a l'esprit, il y a la conscience, il y a cette essence de l'être, cette essence de la vie. Et parfois, en même temps, Thierry, cette culture névrotique, elle est l'homme en même temps. Elle est l'homme, mais elle est l'homme. Attention, elle est l'homme, mais pas toujours aussi. Tout homme n'est pas toujours aussi caricatural que cette culture l'a formaté. Bien sûr. Non, mais elle est l'homme. Elle fait partie de notre dualité. C'est dans ce sens-là. Elle fait partie de nous. Mais nous sommes parfois envieux ou admiratifs de certains peuples dits premiers, qu'on a appelés primitifs dans le temps, mais racines, les peuples racines, on peut dire. Et ces peuples racines, ces peuples premiers sont quelque part très très interpellants, parce que justement la névrose humaine est là, bien sûr, mais elle n'est pas vécue forcément dans l'hypertrophie où nous la vivons aujourd'hui. Tout à fait. Thierry, on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais te citer en conclusion et peut-être te faire réagir sur cette phrase, parce que c'est à la fois évidemment le chirurgien, le médecin chez toi, le psychothérapeute, tout l'homme en toi aussi qui parle. Et je pense que c'est un formidable appel pour chacun de nous. Il y a un thérapeute potentiel en chacun de nous qui apprend à prendre soin de l'essentiel. J'aime beaucoup cette citation. Ah oui. Oui, parce que, tu sais, quand j'ai créé l'école de la présence thérapeutique, ce mot thérapeutique, je me disais, ça enferme cette école que pour les soignants, les professionnels de santé. Et en fait, non, je vois bien que d'abord plein d'autres gens veulent venir et que quelque part, thérapeutique, ça touche à autre chose qu'une école de soins. C'est une école de thérapeutes, c'est-à-dire de gens qui veulent servir la vie, qui veulent prendre soin de la vie. Et on n'a pas besoin d'être docteur, infirmière, kinésithérapeute ou autre intervenant de santé pour ça. Chacun, là où nous sommes, dans nos activités, dans nos univers culturels, professionnels, familiaux, nous pouvons prendre soin de la vie. Encore faut-il comprendre les mouvements de la vie. Et précisément à travers cette lecture des 5 grandes peurs, des 5 grandes postures que ces peurs entraînent, des 5 grands types de comportements, on voit ces mouvements. Et alors on peut les ajuster pour revenir toujours à cette posture de départ que j'appelle posture juste et qui ressemble à celle du départ des arts martiaux, ce Wuji, cette posture où tout est un, tout est paisible, tout est là et n'entraîne pas ou n'envenime pas ou n'augmente pas la séparation, le chaos, le conflit. Thierry Janssen, merci infiniment pour cet entretien passionnant. Alors, je rappelle que tu es un des précurseurs d'une médecine intégrative. Il y a une vision plus spirituelle de la société, que tu es fondateur, on en a parlé plusieurs fois, de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles. On peut te retrouver sur le site internet de edlpt.com. Évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, sur Facebook pour suivre tes méditations une fois par semaine. Et ton ouvre-livre qui est encore un petit bijou, tu as une clarté d'écriture qui me touche beaucoup à chaque fois, qui s'appelle La posture juste aux éditions L'Iconoclaste. Comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Merci beaucoup Thierry. Oui, merci Anne. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.